Bonjour et bienvenue dans les ailes du Maroc. Avant les salles de conseil à New York, avant les comités d'investissement et les marchés émergents, il y a une jeune femme qui a quitté son environnement familial pour entrer dans des univers très exigeants, un chemin qui ne semblait pas écrit d'avance, un chemin où la légitimité ne se donne pas, elle se construit. Aujourd'hui, Zineb Ghessous est impliquée dans la gestion et l'allocation de capitaux à l'international, mais derrière la finance, il y a une trajectoire, une audace, un regard. Et c'est ce parcours-là que nous allons explorer. Zineb, marhaba bik dans les ailes du Maroc. Barakallahu fik, c'est un plaisir. Quand tu regardes la jeune femme que tu étais au début de ton parcours, est-ce que tu aurais imaginé un jour diriger un fonds d'investissement ou collaborer dans ce qu'on a aujourd'hui, des projets de cette envergure aux États-Unis, notamment dans cette ville un peu mythique qu'est New York? Je pense que quand j'ai commencé ma carrière, je n'ai pas trop réfléchi à des horizons de plus de 5 ans. Le court terme et le moyen terme se fusionnaient, étaient déjà suffisants. Donc la réponse est non. Mais je savais qu'à un moment donné, ma trajectoire m'amènerait au Maroc, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc là, tu vas nous dire que tu es parti, mais donc là, tu es en train de revenir, c'est intéressant. Et à quel moment tu as compris que tu pouvais viser des grandes sphères décisionnelles? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une ambition professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es là? Je pense que c'était important de travailler dur. C'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur, donc j'ai toujours travaillé dur à l'école, à l'université et plus tard. Et en fait, on se réalise qu'avec le travail, avec un petit peu de chance, on évolue. Et ensuite, on a besoin d'un petit coup de pouce par-ci et par-là, une rencontre, un mentor, et les choses se passent. Donc, beaucoup de femmes, effectivement, qui sont venues dans les ailes du Maroc, disaient qu'il y avait l'appui de la famille, du conjoint, de la famille de façon générale. Et dans les rencontres, il y avait souvent un homme qui était devant, qui nous a identifiés, qui a fait un pouce. Est-ce que, quand tu parles mentor, est-ce que c'est aussi ce type de trajectoire ou est-ce que c'était un peu différent? Moi, je n'ai jamais eu la chance, au début de ma carrière, d'avoir un mentor. D'accord. Mais par contre, j'ai été inspirée par des gens qui aussi ont travaillé dur, qui sont venus d'un environnement qui n'était pas forcément celui de la finance. Et donc, cette possibilité de pivoter et d'évoluer, de s'adapter, m'a donné la confiance que moi aussi je pouvais. Et ensuite, je n'ai jamais eu peur d'échouer. Et donc, dans cette prise de risque, on avance en étant tout à fait conscient qu'on peut s'arrêter. Et après, si c'est le cas, on se relève et on continue à avancer. Donc, c'est plutôt le regard miroir de dire il l'a fait, pourquoi pas moi, plutôt que quelqu'un qui était derrière, qui t'a mentoré au début. Absolument. C'est un peu ça. Donc, c'est pour dire que chacun, un peu, selon son parcours, selon ce qu'il prend, il peut faire des choses exceptionnelles qu'on n'a pas toujours, on va dire, la même ligne tracée les uns et les autres. On n'a pas la même ligne tracée les uns et les autres, mais je pense que le fil conducteur, c'est d'avoir la conviction que l'effort sur la durée paye. Donc le côté marathonien, donc trajectoire et la durée. Qu'est-ce qui t'a donné réellement la confiance pour entrer dans un univers dominé par des profils très normés? Parce que quand on parle de la finance, moi j'ai un associé en M&A, je sais que est-ce que ça aussi, c'est venu petit à petit, tu as fait de l'hybridation, tu t'es retrouvé dedans, ou est-ce que dès le début, tu savais que tu allais atterrir là-dedans? Alors, une partie c'est aléatoire et une partie était un petit peu un fit. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé en France, c'était mon premier job. Dans une petite équipe qui était dirigée par un ancien capitaine de bateau de Cousteau et donc qui était passé par l'INSEAD et qui est un explorateur. Donc on a travaillé à deux et donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir très tôt des responsabilités dans une équipe à deux que je l'aurais eu dans des structures plus grandes et plus hiérarchisées. Et je pense que cette circonstance-là qui a fait que je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses. Et cela m'a donné très tôt confiance en la possibilité de faire des choses. Maintenant, une fois que les boardrooms étaient plus peuplés, j'avais
je n'avais plus ce stigma de ne pas savoir parce que j'étais jeune, parce que j'avais déjà fait ça dans une très petite structure. D'accord. Donc, c'est aussi, je pense, un beau message pour tous ceux qui pensent qu'aller dans les grandes structures au début, c'est la clé. Donc, en réalité, c'est une combinaison entre le projet, la personne et puis le fit. Oui, absolument. Projet, personne, fit. Parce que, comme on le sait tous, l'environnement de travail doit être stimulant et motivant. Clair. Et c'est très, très important de s'entourer de gens qui ont un mindset qui est similaire. Qui nous pousse et qui nous fait grandir. Quand je t'entends, est-ce que le courage, parce que tu le redis, le talent, c'est beaucoup de travail. C'est Federer qui disait, si vous avez l'impression que quand je joue, je ne fais pas d'effort, c'est juste 7 jours sur 7, 365 jours de travail entre 4 heures et 6 heures. Donc, pour revenir un peu à ce que tu dis, c'est vrai que le talent, c'est beaucoup de sueur. Et pour remettre une couche, est-ce que le courage, est-ce qu'il se travaille ou se révèle? Est-ce que le fait de dire, allez, je vais y arriver, c'est un peu les deux, c'est... Je ne peux pas le dire pour tout le monde, mais pour moi, c'était... c'est parce que j'ai grandi dans une famille de filles et que mon père nous a toujours donné la possibilité de faire ce qu'on voulait comme un homme. C'est peut-être en partie ça, mais en tout cas, mon caractère a fait que je n'ai jamais eu peur d'être ridicule ou de faire un faux pas. J'ai toujours été motivée par le savoir et l'apprentissage. Et pour moi, c'était vraiment des fils conducteurs et des guides qui m'ont toujours inspirée à continuer, à ne pas faire fi peut-être des obstacles ou de la hchouma, etc. Donc, pour moi, ça a été qu'un truc que j'ai ramené dans mon travail et ensuite dans ma famille. Et cela vraiment m'a permis peut-être de prendre des risques. Donc, quand je t'entends, donc le premier coach aujourd'hui, c'est aussi à la maison, son éducation, les parents. C'est-à-dire que tu es en train de nous rappeler que quand de sky's the limit très tôt dans la famille, il n'y a pas de raison pour que ça continue. Est-ce que ça t'a aidé à dire, si je le fais ici, pourquoi je ne peux pas le faire ailleurs? Absolument. Je pense qu'on a tous un bagage et ce bagage commence à se construire au sein de la famille. Très, très, très tôt. Quel est le risque le plus audacieux avec le recul que tu as pris dans ta carrière et tu dis, ouais, je l'ai fait, ou ce risque finalement m'a permis peut-être de voir les choses différemment? Il y a eu un moment dans ma carrière où il a été difficile de combiner carrière et famille. D'accord. C'était l'époque où je travaillais en private equity sur l'Amérique latine, donc pays émergent, où je voyageais 50 à 100% de mon temps avec 2 petits-enfants toutes les semaines. Et donc, effectivement, il y a eu un moment où il fallait faire des choix. Et donc, j'ai effectivement fait le choix de ne pas déménager au Brésil et de ne pas vivre au Brésil, mais de rester auprès de ma famille à New York. Et donc, c'était un choix difficile parce que c'était une opportunité quand même que je ne pouvais pas poursuivre. Mais je pense que cela vraiment m'a appris à tester mes valeurs et ensuite à double miser sur ce qui m'était important. Super. Indirectement, on va faire le lien avec pourquoi tu es là quelque part pour nous. C'est cette capacité de gérer sa carrière, de savoir dire non à une opportunité, mais en réalité, c'est dire oui à autre chose. Et tu me le rappelles, parce que très souvent, on a du mal à dire non, alors qu'en réalité, on a dit oui à autre chose. Et donc, ce que tu viens de dire, tu as dit oui à un choix personnel, à être proche des siens. Et puis finalement, on se rend compte que quand on se cale avec ses valeurs, on peut aller encore plus loin. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi la présence, puisque tu es membre de l'association des femmes administrateurs, tu penses que la présence des femmes dans les conseils d'administration reste-t-elle un enjeu stratégique pour un pays comme le nôtre? Parce que je pense que dans beaucoup de pays, je ne sais pas, tu nous le diras, est-ce qu'aux États-Unis, c'est plus un sujet ou est-ce que c'est toujours un sujet avec la nouvelle administration? Et comment une femme impose-t-elle son autorité dans des environnements dominés encore beaucoup par les hommes? Moi, j'aime bien cette phrase de Lagarde. Il disait
quand il y a un sujet un peu tordu, très difficile, on le donne à une femme? Alors, deux questions dans une. La première question, est-ce que c'est un enjeu stratégique? Absolument. D'accord. Je pense que la recherche et la réalité nous montrent que la diversité des points de vue est essentielle pour la prise de décision. Et donc, la femme apporte une diversité, un environnement masculin qui enrichit la discussion, qui nuance l'analyse. Et sans rester dans les généralités, je pense que la femme a peut-être une propensité à amener des dimensions humaines et sociales dans la prise de décision. Et dans ce contexte-là, j'en suis convaincue que les décisions dans les boardrooms sont beaucoup plus riches et meilleures quand le conseil est diversifié avec des femmes. Alors, votre deuxième question, la femme doit, comme l'homme d'ailleurs, se prouver par la compétence. Claire. Et donc pour moi, en fait, c'est travailler sur la construction de nos compétences. Et ensuite, c'est aussi jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'équité. Et c'est certainement moins le cas au Maroc que ça ne peut l'être aux États-Unis ou en Europe. C'est justement nous-mêmes nous représenter comme le fait CFA d'ailleurs, et être l'avocat pour pousser ce genre de discussion et de législation pour faire avancer la diversité dans les conseils d'administration et dans le top management en général. Donc la discrimination positive aujourd'hui est un enjeu et quelque chose qu'il faut continuer à faire valoir pour arriver à... J'en suis convaincue. Nous avons une période de transition où la discrimination positive est nécessaire. Donc toujours dans on va dire dans la même veine, est-ce que la gouvernance et la performance, parce que c'est aussi important de le dire, parce que je pense que nos politiques, tous ceux et celles qui vont nous entendre ou nous voir, est-ce qu'on peut dire que la gouvernance et la performance changent-elles quand les femmes entrent dans la pièce? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a des KPIs, est-ce qu'il y a des chiffres qui le démontrent? Parce que très souvent, les gens ne nous écoutent pas parce qu'ils pensent que c'est juste parce que ça fait bien, mais est-ce que tu penses que derrière, il y a quand même... Je pense qu'il y a des recherches très poussées sur ce sujet-là, absolument, et que les chiffres et que les études des organisations montrent de manière objective, explicite, que la performance des organisations est meilleure quand on introduit la diversité. Être marocaine et évoluer comme tu le fais entre plusieurs continents, est-ce que c'est un héritage ou un moteur? Est-ce que depuis tout temps, tu as toujours voyagé et donc tu t'es retrouvé à continuer à le faire? Et qu'est-ce que l'international t'a appris de toi-même? J'ai quitté effectivement le Maroc, j'avais 12 ans, donc non seulement je voyage, mais je vis en dehors du Maroc depuis un certain nombre de décennies. Qu'est-ce que cela m'a appris? Bon, d'abord, cela m'a appris beaucoup sur moi-même et mon identité marocaine. Super. Je suis restée profondément ancrée à mes valeurs marocaines, mais j'ai développé aussi beaucoup de nuances, d'écoute et une façon de regarder le monde plus globale du fait de mon parcours à l'extérieur. Et donc là, comme on part très jeune, est-ce que c'est plus difficile? Parce que très souvent, les ailes qu'on a reçues, donc juste après le bac, beaucoup de nos invités quittaient le Maroc soit après le bac, soit même parfois après les études supérieures. Donc toi, tu es parti avec la famille. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être un autre déclic où ça donne, je dirais, peut-être d'autres ouvertures qu'on n'aurait pas si on était resté peut-être jusqu'à 18 ans. Donc qu'est-ce que ça bouge? Parce que c'est vrai que si tu as voyagé depuis l'âge de 12 ans, est-ce que, juste pour partager avec nous, est-ce que tu es resté au même endroit et donc on se pose, ou est-ce que le fait de bouger très souvent par le métier de ses parents, juste sur cette période pour bien voir le lien entre... Parce que souvent on dit, tiens, elle est quand même à New York depuis très longtemps. J'ai fait mon collège et mon lycée en Espagne. En suivant effectivement mes parents, j'ai étudié en Europe et j'ai travaillé en Europe et ensuite j'ai été faire un MBA aux États-Unis. Donc une vraie polyglotte, parce que là déjà quand j'entends l'Espagne, les États-Unis, donc... Oui, effectivement, je parle plusieurs langues.
Mais alors, par rapport à votre question, oui, c'est une rupture, certainement, à un âge jeune, à 12 ans. Mais cela vraiment vous force à vous adapter. Certainement. Et je pense que cette caractéristique d'adaptabilité a été pour moi moteur dans ma vie et dans les décisions que j'ai prises. Donc là, juste, on va continuer, parce que comme tu as dit que tu n'as que des sœurs, est-ce que tu étais celle qui ouvre les portes, parce que souvent la première ouvre les portes, ou est-ce que tu étais la dernière, la petite chouchou? J'étais la 3e sur 4, alors j'ai fait mon propre chemin. Voilà, tu as bénéficié un peu des deux, mais tu étais quand même, tu avais la dernière juste derrière. Super. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, quelque chose, un moment précis où tu penses avoir échoué ou douté profondément, et qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Parce que très souvent, avec du recul, on dit bah tiens, heureusement que j'ai fait cette erreur. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Parce que très souvent, quand on voit des personnes qui ont pour nous réussi, on pense que ça a toujours été une ligne droite. Tu es en train de nous le rappeler, bah, tu aurais pu aller, puis finalement tu as préféré t'arrêter pour la famille. Mais est-ce que tu as pris sur d'autres choses des décisions qui auraient pu être considérées comme un échec, mais finalement avec le recul, ça t'a… Quand on fait de l'investissement, on doute constamment. Tous les jours, tout le temps. On doute constamment, mais je pense que le doute est sain. Le doute nous permet de remettre en question les décisions que l'on a faites, et donc ça nous oblige à travailler davantage la chose en question. Et donc, et c'est ce qui se passe dans l'investissement, c'est ce qui aussi peut se passer dans la vie personnelle. Pour moi, le doute est quelque chose qui nous donne du pouvoir, qui nous enable. C'est un enabler de ce point de vue-là. Super. Est-ce que tu as une décision aujourd'hui difficile qui t'a fait grandir? Donc un peu, parce que très souvent on prend une décision, mais celle-là, ça y est, je l'ai faite. Moi, je me rappelle quand j'avais démarré ma carrière, j'ai dit ça va être compliqué de licencier quelqu'un. Et c'est vrai que ça a toujours été un vrai sujet. Je pense que même aujourd'hui, c'est toujours un sujet. Mais on travaille dessus. Mais est-ce que toi, tu as quelque chose qui, pour toi, était très difficile, que maintenant, tu gères plus facilement? Difficile, en partie, j'ai décidé il y a quelques années de pivoter mon attention pays émergents sur notre région du monde. D'accord. Et donc, je l'ai fait évidemment pour des raisons personnelles, de contribution, de m'injecter dans l'environnement marocain que j'avais quitté il y a plusieurs années. Et donc, c'était difficile de s'adapter à l'environnement économique et de business du Maroc. Mais dans cette expérimentation, il y avait eu il y a eu énormément de bonnes surprises. Et je suis absolument ravie de la décision que j'ai prise, d'avoir osé, parce que cela me donne énormément de gratification d'être parmi les miens et de contribuer un tant soit peu à notre développement économique et social. Donc tu me l'as dit tout à l'heure, quand tu as renoncé à une opportunité, est-ce que tu as une autre anecdote pour nous rappeler que parfois il y a des moments où on dit bah tiens, ça je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas en lien avec mes valeurs ou ce n'est pas en lien avec la fidélité de qui je suis. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous en marque blanche? Toutes ces décisions de go, no go, est-ce que tu as une certaine où tu aurais pu faire le jackpot et tu as dit non, je ne veux pas le faire? Je pense, bon, j'ai eu des enfin, c'est pas forcément très intéressant, mais bon, j'ai eu des opportunités de travailler dans un autre environnement, en train de faire de l'investissement aux États-Unis. Et pour moi, il y a un certain moment de ma carrière où j'ai vraiment ressenti que je devais combiner l'impact au retour financier. C'est ce qui m'a conduit en fait à pivoter mon attention sur l'Afrique du Nord et le Maroc. Et c'est moins une anecdote que vraiment la conviction qu'il y a un certain moment où, on en a parlé avant, c'était comment est-ce qu'on reste en sync, en lien avec soi-même.
Et pour moi, ça a été ce moment un petit peu charnière où j'ai décidé de ne plus rester sur le Wall Street et le private equity traditionnel, mais vraiment de faire quelque chose qui est peut-être beaucoup plus réduit d'un point de vue taille et de périmètre, mais qui me donnait énormément de satisfaction et de retour autre que financier. Donc c'est vrai que, juste pour l'anecdote, on dit toujours, si vous regardez la map monde, pour revenir un peu à l'Afrique, elle est tellement eurocentrée qu'elle est entre 2 fois et 2 fois et demi plus petite que la réalité. Et donc c'est juste pour dire que tu n'as pas pris un petit chemin, tu as pris un grand chemin, mais c'est vrai que quand on regarde un peu par rapport aux thématiques où tu étais, c'est quelque chose à construire. Et je pense qu'on a de la chance d'avoir des gens comme toi qui ont osé revenir. Chacun maintenant veut trouver un peu sa voie pour contribuer. Et je trouve que ce qu'il faut maintenant, c'est le collectif qui nous manque un peu, sur lequel il faut travailler. Moi maintenant, on va passer à mes 10 madeleines que j'aime bien pour voir un petit peu du tac au tac. Tu nous dis un peu ce que tu en penses. Quel est le premier endroit où tu t'es senti imposteur et qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu ce sentiment quand j'ai été admise à la Harvard Business School pour mon MBA, pour plusieurs raisons. Un, parce que on a cette image de ce qui n'est pas, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, je me suis retrouvée complètement dans une situation où je me disais, je n'appartiens pas ici, comment est-ce que j'ai atterri ici? Et donc, c'était effectivement un sentiment d'imposteur qui a duré et parfois j'ai encore ce sentiment. C'est quelque chose qui peut-être nous suit. Ça, c'est très féminin. Donc, les femmes, elles font 10 fois ce qu'on fait et elles ont toujours ce sentiment que je suis encore un peu imposteur. C'est nous qui sommes les imposteurs. Quelle est la phrase que tu as dite et qui t'a transformé? Est-ce que tu as une phrase que quelqu'un t'a dit à un moment donné dans ton parcours et que tu as retenu et qui t'a marqué, qui t'a transformé? Il y a une phrase que j'ai lue, je crois que c'était au lycée, de Saint-Exupéry, qui disait que si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Wow. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup accompagnée dans cette trajectoire effectivement internationale. Super, ça c'est un grand monsieur. Moi j'étais il n'y a pas longtemps dans son musée. Est-ce que tu as eu des moments de solitude qui t'ont construite? Ou est-ce que le métier c'est aussi de la solitude? Parce que souvent on pense que c'est toujours des métiers où on est en équipe, mais quand on prend la décision, est-ce que ce n'est pas des grands moments de solitude? Oui, on se sent parfois seul. Je me rappelle d'avoir senti cela, c'était au début de ma carrière post-MBA où je devais me rendre au Brésil et travailler. On avait fait une acquisition pour laquelle j'étais un petit peu le représentant des actionnaires. Et donc je me suis retrouvée dans une situation dans l'entreprise où il fallait faire des changements en tant qu'investisseur et j'étais quand même relativement jeune dans mes 20 ans en train d'essayer de changer une entreprise au Brésil. Et on sent le poids de la responsabilité loin de chez soi. Effectivement, ça peut être des moments de solitude, mais ce sont des moments qui, pour moi, certainement ont été formateurs. Est-ce que tu as une décision que tu referais différemment aujourd'hui? Quand tu la revois, tu dis, tiens, si ça se reproduisait, je ne ferais pas la même chose. Je pense que si c'était à refaire, j'incorporerais l'associatif plus en amont dans ma carrière. Je pense que quand on est jeune, on commence, on est très focalisé sur le job, sur les promotions, etc. Et je pense que on ne donne pas suffisamment de priorité à l'engagement citoyen. Donc si c'est à refaire, je pense que l'un renforce l'autre et devrait faire partie de notre formation depuis qu'on est tout petit. Oui. Est-ce que tu as un livre qui a changé ton regard sur ton métier, sur le pouvoir, que
tu as partagé avec nous, qui a changé peut-être ta façon de voir, si on veut rester un peu plus large? Lean In de Oser s'asseoir à la table de Sheryl Sandberg, qui explique les dynamiques dans les salles de pouvoir et comment les femmes peuvent saisir leur opportunité et s'imposer. Donc ça doit te parler, ça. Donc je vais le noter là pour aller voir un peu ce livre. Est-ce que tu as une peur que tu as apprivoisée? Parce que très souvent, on a tous des boules au ventre. Est-ce que toi, tu en as une que ça y est, tu l'as apprivoisée, ou est-ce qu'on n'apprivoise jamais sa peur? J'ai apprivoisé la peur du ridicule C'est pas mal, oui, c'est OK de se tromper. Ça, c'est bien ça. Quel est le conseil que tu n'as pas écouté et tu dis j'avais raison? Quand j'ai épousé mon mari. Qu'est-ce qu'il y avait pourquoi la famille a dit non? La famille n'a pas dit non, mais avait des doutes parce qu'il est grec. D'accord, donc ils ont dit tiens, il n'est pas de chez nous. Et puis finalement, c'est ça ce qui est bien, l'ouverture. Et puis après, ça devient le chouchou de la famille, parce que c'est toujours Ça devient le chouchou de la famille, mais il a aussi il a des concurrents, parce que les autres beaux-frères sont extraordinaires. Ah, j'aime bien, ça c'est un petit clin d'œil. C'est bien, on redonne à chacun à sa part. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé ta trajectoire? Donc c'est un peu dans... Parce que ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que tu l'as dit, et moi je trouve que c'est très puissant. Dire non, c'est souvent dire oui à autre chose. Est-ce que toi, tu as un autre non tu as dit non, et aujourd'hui tu dis heureusement que j'ai dit non? Je dis non à la prétence. D'accord. Ça me va. Est-ce que l'argent t'a appris sur la responsabilité? Parce que c'est vrai que quand on gère, on travaille sur ces mondes, l'argent est un peu roi, mais est-ce que quand on arrive au poste de responsabilité que tu as, on le met où qu'est-ce qui nous permet, L'argent est une responsabilité. D'un point de vue professionnel, le capital peut soit être utilisé pour réduire les inégalités ou les accentuer. Et donc, pour moi, certainement une révélation, c'est qu'il faut utiliser l'argent de manière responsable. D'où vraiment l'intérêt et la motivation pour moi de faire maintenant des investissements qui ont un impact. D'accord. De manière personnelle, l'argent ne fait pas le bonheur. Quel est le mot que tu aimerais qu'on associe à ton héritage? Si demain on devait faire une stèle, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, mais souvent où tu vas changer de carrière, quel est le mot que tu voudrais qu'on associe à qui tu es, à ce que tu fais? C'était sympa et fun de la connaître. C'était sympa. C'est toujours sympa. Pourquoi tu me mets déjà? C'est toujours sympa. Si une jeune Marocaine nous écoute ou nous regarde aujourd'hui et rêve grand mais doute encore, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Il faut être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Il ne faut pas attendre d'être parfaite pour réclamer sa légitimité. Et la confiance passe par l'action. D'accord. Donc, il faut oser, il faut se former, il faut être rigoureux et travailler. Mais il faut se lancer. Et c'est OK de faire des faux pas, et c'est OK de tomber, mais c'est comme ça qu'on s'élève. Il faut y aller, il ne faut pas attendre. Ben merci Zineb Gsous d'être avec nous aujourd'hui. Tu nous rappelles que le capital n'est pas seulement financier, donc tu viens de le rappeler, il est humain et on le sent, on le voit tout au long de l'émission, et que viser haut demande d'abord de croire en sa propre légitimité et beaucoup de travail. Et comme on dit ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.